Alexandre, quelle histoire à l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est un appareil d'Air Canada qui a fait une sortie de piste. Oui, puis cette fois-ci, là, contrairement à l'accident, par exemple, à LaGuardia, là, qui avait coûté la vie à plusieurs personnes, ben là, on a plus de peur que de mal. Là. Pas de blessés, juste une sortie de piste. Là. Vraiment, l'avion d'Air Canada vers 16h qui arrivait de Los Angeles déroute complètement. Là. Il est sorti, s'est rendu dans le gazon, mais on se comprend. Là. L'avion est resté bien droit. Tout le monde a été sain et sauf, évacué là, quelques heures plus tard de l'appareil, peu avant 20h. Tout le monde était en dehors de tout ça. Il faut comprendre quand même là, qu'il va y avoir le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui va se déplacer sur place. On va faire une enquête parce que c'est comme pas normal quand même. Là. Même s'il n'y a pas de blessés, même s'il n'y a pas, même semble-t-il, trop de dégâts matériels, à part qu'il va falloir en remettre un petit rouleau de tourbe. Sincèrement, c'est pas normal qu'un avion déroute comme celui-là, surtout pas un 737 MAX de Boeing avec 156 passagers à l'intérieur. Bref, on va éviter que ça se reproduise, mais plus de peur que de mal, heureusement. Oui, c'est pas le genre d'atterrissage qu'on souhaite, là, on s'entend. Là. Ça, c'est sûr tu commences à stresser. Quand tu sors de la piste, là, tu t'es en dedans, puis comme, tout roule, t'embarques dans le gazon. Des applaudissements nourris à l'atterrissage. Ouais, c'est un classique québécois, ça. Bon, Mark Carney, lui, qui est de retour au pays. Oui, il revient d'Arabie Saoudite, Alex, et il y a quelqu'un qui l'attendait avec une brique, un fanal puis un courriel vitriolique. C'est Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois, qui a trouvé que c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. Parce que Mark Carney, lui, a mis comme de côté tout ce qu'on a comme grief humanitaire envers l'Arabie Saoudite. Hein? Souvenons-nous de Raif Badawi, on pourrait citer aussi les assassinats qui avaient été commis aux États-Unis là, de journalistes là, par ce qu'on soupçonne être Mohammed Ben Salman, là, le prince héritier de ce pays-là. Parce que M. Carney, lui, a pris un moment pour faire une espèce de traité de coopération, d'alignement avec l'Arabie Saoudite. Mais pas un mot, pas une critique, pas rien sur justement le traitement des humains qui se passe en Arabie Saoudite. Puis je lisais le courriel de Gilles Duceppe, c'est assez vitriolique, là. Je vais vous lire un petit extrait. J'ai siégé pendant 21 ans à Ottawa, j'ai côtoyé plusieurs premiers ministres avec qui j'ai eu plusieurs divergences, mais que je respectais. Je n'aurais certes pas eu le même type de relation avec vous, car j'ai rarement vu un politicien aussi hypocrite que vous. Votre incapacité à critiquer l'Arabie Saoudite est le dernier exemple de votre comportement inacceptable. Il est pas allé de la main morte, là. En même temps, pourquoi hypocrite? C'est-à-dire que on va juste replacer un peu les choses dans leur contexte, là, OK? On a eu pendant à peu près 10 ans un premier ministre, Justin Trudeau, qui se drapait constamment de vertu pour faire la leçon aux autres. On a vu ce que ça a donné, hein? Mark Carney, il s'est pas fait élire sur cette base-là. Vous l'avez choisi. Quand je dis vous l'avez choisi, c'est parce que une très grande majorité de Québécois ont choisi Mark Carney, une très grande majorité de Canadiens aussi. Ils l'ont choisi en toute connaissance de cause, là. Au Canada, on n'a pas un premier ministre, là, on a un PDG. Alors, c'est ça que vous avez choisi. Donc là, puis je vais vous rappeler juste un vieil adage en politique. Tu sais, en politique, là, t'as pas d'amis, t'as des intérêts. Okay? Alors là, Carney, lui, il s'en va un peu partout à travers le monde. Le Canada est ouvert à faire des affaires. Et là, on se présente en Arabie Saoudite avec Mohammed Ben Salman. On va juste se souvenir, là, le journaliste, là, Jamal Khashoggi, là. Oui. Dire, torturé, découpé. On l'a découpé, ils l'ont fait fondre d'un petit baril. Fait que là, après ça, nous autres, on se présente là. Là, on signe des accords, on signe des... Fait que c'est rendu ça. Ouais, puis Mark Carney a eu des propos quand même, qui sont allés droit au but. Là. Il dit « Je me rends bien compte que donner des leçons à d'autres pays depuis l'étranger est une stratégie inefficace. C'est gratifiant, mais ça ne sert à rien. » Puis il faut dire, Alex, que je comprends la sortie de M. Duceppe. Moi aussi, je suis outré de tout ça. Mais il faut pas oublier une chose. Là. En 2023, c'est devenu la huitième année consécutive pour laquelle l'Arabie Saoudite importait le plus d'armes canadiennes. Nos armes, là, notre premier acheteur d'armes, là, c'est l'Arabie Saoudite depuis des années, au-dessus d'une décennie. Le Canada. Fait que, tu sais, on a beau critiquer tout ce que l'Arabie Saoudite fait, faudrait peut-être que les bottines suivent les babines. On continue à leur vendre des armes pour qu'ils répriment leur population. Après ça, on peut pas se présenter là-bas puis dire vraiment, caillou, c'est vraiment vilain ce que tu fais avec nos blindés. Alors ça, tu parles de la 8e année, là. T'sais, donc, sous M. Trudeau, il y en a eu. Alors ça, c'est plus de l'hypocrisie. D'une part, après ça, de se draper dans un beau drap blanc puis faire la leçon à tout le monde comme un prof de théâtre. Puis après ça, de l'autre côté, le Canada qui vend des armes à l'Arabie Saoudite. Alors, le Canada a choisi un banquier. On a un banquier à l'international.
Maintenant, cette histoire-là, j'en revenais pas en lisant dans le journal. C'est un individu qui a pris en otage une pauvre dame de 88 ans. Ça s'est passé à Laval. Oui, à Laval, samedi dernier. Mais quelle histoire, OK? Et quelle frousse aussi pour une dame de 88 ans, là, dont on va taire l'identité, qui se trouvait à ce moment-là à visiter une copine qui est à l'hôpital. Et là, tout d'un coup, il y a un homme de 22 ans, OK, du nom de Wisdom Noza Ewemade, qui débarque à côté d'elle. Il se penche comme à côté. Elle comprend pas trop. Elle dit, je pensais qu'il voulait me donner un bisou sur la joue au départ. Et là, tout d'un coup, il l'attrape par le collet, il l'attrape par le cou, lui pointe une espèce d'aiguille vers la gorge, là, une espèce d'épingle à couche, puis il dit « Suis-moi », puis il menace, là, il la prend littéralement en otage pour sortir de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Pourquoi? Mais parce que l'homme qui est originaire du Nigeria en ce moment était détenu sous la responsabilité de l'Agence des services frontaliers du Canada, parce qu'il y a plusieurs accusations là, contre lui, le procès pour fraude à Saint-Jérôme, dossier en matière de violence à Halifax en Nouvelle-Écosse également, et là, lui décide que non, il ne sera pas retourné chez eux, sort de l'hôpital, plaque la dame au sol et prend la poudre d'escampette dans un quartier résidentiel de Laval en jaquette d'hôpital nu-pied. Et là, s'ensuit une espèce de poursuite folle de la police qui déploie là, tous les moyens, les policiers à vélo, les chiens également pisteurs. Et là, lui a réussi à trouver du linge. On sait pas trop où parce qu'il y avait des souliers d'un pied puis il y avait des vêtements sombres. Au moment où on le retrouve, lui qui s'est mis à comme cogner à plein de résidences dans le quartier. Imaginez la frousse des résidents qui étaient sur place. On leur avait conseillé d'ailleurs de barrer leurs portes, de ne pas s'ouvrir à personne. Finalement, on l'a cueilli dans la cour arrière d'une résidence de la rue de Lunebourg. Et là, on l'a remis aux autorités de l'immigration. Puis moi, c'est une ligne qui me fait grimacer un peu. On ignore s'il sera expulsé du pays. Voilà. Dans le cas de l'immigration, je veux dire, c'est un récit vraiment atroce, là, ce que tu viens de nous raconter. Imaginez là, ce que cette pauvre dame de 88 ans-là a vécu. Là, j'espère qu'il y a 2-3 personnes aux autorités de l'immigration qui vont allumer que le bon Wisdom est peut-être pas un actif pour la société canadienne. Hein? Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en attente de procès pour fraude. Il y a un dossier en matière de violence à Halifax. Fraude, ça, c'est à Saint-Jérôme. Après ça, là, il kidnappe une pauvre dame de 88 ans. Je veux dire, ça va en prendre combien, sa pile, là, avant qu'il y en ait un qui allume, hein, aussi des autorités de l'immigration pour qu'on prenne le temps. Je veux dire, ça va prendre combien, là? Je veux dire, ça, c'est quand même assez incroyable, là. On est patient dans des situations comme ça. On est très, très patient. Restons dans les affaires judiciaires. Ça se passe à Sherbrooke. Une femme de 41 ans qui a été tuée et il y a un jeune homme de 18 ans qui a été arrêté par les policiers. Histoire pour l'instant là, tragique mais nébuleuse. Là. On a à peine de détails puis les policiers là, pour l'instant là, continuent de ratisser le secteur, de rencontrer aussi des personnes d'intérêt pour essayer d'avoir des témoignages parce que vers 21h hier soir à Sherbrooke, il y a des gens qui appellent pour une espèce de dispute chez les voisins et là quand les policiers débarquent, il y a une femme qui est gravement blessée à l'intérieur de la résidence. Il y a également une jeune fille, on ne sait pas son âge, qui est blessée au bras. Elle, on craint pas pour sa vie, mais la femme, elle, est amenée rapidement à l'hôpital. Malheureusement, on constate son décès là-bas. Jeune homme de 18 ans qui était sur les lieux, il est arrêté. On ne sait pas c'est quoi le lien entre le suspect et la victime. Là. On imagine que ça va se préciser au cours de la journée. Les policiers vont finir par donner plus de détails. Est-ce que c'est un fils, un neveu, un cousin? Aucune idée s'il y a un lien de parenté ou pas. On va regarder un peu là, ce qui s'ensuit, mais malheureusement, il y a une femme qui est décédée. Bon. En complément de tout ça, à ce stade-ci de l'enquête, là, tu l'as très bien souligné, on ne connaît pas tout le contexte. Je veux juste vous mentionner que, de manière générale, les choses vont quand même changer. Là. C'est-à-dire que Québec va modifier ses critères pour qu'une personne en crise puisse être hospitalisée de force là, sans que le danger soit immédiat. On va être vraiment plus flexible là-dessus et cette loi-là va permettre d'intervenir avant que le danger ne se matérialise comme tel. Est-ce qu'on est face à une situation comme ça? On ne le sait pas pour l'instant. Okay? Mais combien de fois, dans les nouvelles, on vous a raconté des histoires d'horreur impliquant, par exemple, des parents et des enfants qui avaient problèmes de santé mentale, problèmes de drogue, et ça devenait une véritable bombe à retardement. Encore, je vous le dis, là, je ne fais pas de lien avec cette histoire-là, je fais juste vous le mentionner que les règles vont changer, et en espérant que les choses puissent un peu évoluer.
parce que pour les familles, c'est vraiment terrible. C'est en une du journal. C'est une histoire... on connaît la frénésie entourant les cartes Pokémon. On fête le 30e anniversaire de ce phénomène-là, d'ailleurs. Il y en a qui valent une petite fortune. Et là, il y a des magasins spécialisés. Et là, il y a un copropriétaire d'une de ces boutiques-là qui raconte l'horreur qu'il a vécue, menacé avec un pistolet pour des cartes. Ouais, exact. Là. Cette fois-ci, ça s'est déroulé là, dans Saint-Alexis, dans la Naudière. 18 juin dernier, un autre énième vol, parce qu'il y en a eu, c'est une succession, une série de cambriolages qui se passent là, dans ces commerces-là depuis déjà plusieurs mois. Et cette fois-ci, débarque sur place le suspect Danny L. Howard, 32 ans, à 10h30 du matin. Là. On n'est pas tard le soir, rien. Débarque là avec un pistolet cagoulé, poivre de Cayenne, et là, il se met à juste vider là, dans une poche de hockey l'entièreté des cartes Pokémon qu'il trouve derrière le comptoir. Faut comprendre qu'il y a des gens là, dans le magasin, il y a des clients, il y a un enfant de 10 ans qui est sur place, qui pleure, et lui, là, cambriole tout ça, remplit la poche de hockey, quitte avec une espèce d'ironique « Merci beaucoup, bonne soirée », sac son camp. Il a été arrêté, là. Très, très peu de temps là, par les policiers à bord de son véhicule, là, 10 minutes après le crime qui a été allégué. On le soupçonne d'être lié à d'autres vols également là, de cartes un peu partout. Là. À Longueuil, à l'Assomption, plusieurs autres villes qui ont été visées. Là. Il doit comparaître là, bientôt. Il a été remis en liberté avec une promesse. Mais ça vient, encore une fois, là, ajouter un autre événement qui est raconté dans lequel il y a de la violence. Là. Puis moi, Alex, tu sais, je suis un collectionneur de cartes. Moi, je tripe sur ces choses-là. J'en achète, j'en vends. J'ai vendu des cartes Pokémon de mon enfance pour une petite fortune là, dans les dernières années. Ouais, parce que ça peut valoir de l'argent si c'est gardé en bon état. Et moi, les magasins que je fréquente qui sont près de chez nous, dans ma municipalité, ont tous été cambriolés les uns après les autres. Ouais, sérieux. Puis dans le cas, je nomme pas le magasin là, pour pas évidemment attirer plus d'attention sur eux, mais ça fait comme 5-6 fois. La vitrine a été défoncée. L'ancien propriétaire dormait sur les lieux. On l'avait reçu en entrevue avec Richard Martineau à l'émission du Retour cette saison. De peur de se faire cambrioler. Parce que le voleur revenait toutes les nuits. Il revenait toutes les nuits, après. Il appelait la police, il a installé des systèmes d'alarme, des caméras, mais c'est que les policiers, je dis pas qu'ils font rien dans ces cas. Si on commence à les investiguer puis à les enquêter, puis quand il y a une multiplication puis une médiatisation aussi du sujet, on commence à prendre ça au sérieux. Mais puis selon les collectionneurs de cartes eux-mêmes, on n'identifie pas ça à la police comme si c'est pas comme une bijouterie dans leur tête, vous comprenez? C'est comme un magasin de jouets, entre guillemets, mais c'est parce que c'est des jouets qui valent une fortune. Mais je pense aussi au commerce, les assurances. Quand ça fait 5-6 fois que tu te fais dévaliser, ça va coûter une petite fortune, ça aussi. Hein. Exactement. Puis c'est des produits qui sont extrêmement faciles à écouler aussi, des cartes comme celle-là. Là, moi, je peux en acheter dans un magasin, aller à un autre magasin de municipalité à 10 minutes, puis le revendre immédiatement. Il n'y a pas personne qui vérifie, il n'y a pas de numéro. Tu fais pas ça. C'est un système de traite qui se base uniquement sur la confiance, puis sur le bon vouloir, puis c'est une belle communauté, celle des collectionneurs de cartes. Aux policiers, attrapez-les tous. Oh my God. Merci. Quoi dire de plus? À l'international, l'Iran chercherait à tuer Donald Trump. C'est en tout cas les informations qui sont avancées par Israël. Ouais, ce serait pas la première fois non plus là, qu'un plan comme celui-là serait mis de l'avant. Mais là, c'est le Wall Street Journal, CNN, qui cite des sources anonymes en disant qu'Israël aurait utilisé ses services de renseignement pour informer Washington là, d'un plan iranien qui aurait déjà été partiellement détecté dans le but là, d'assassiner Donald Trump. Bon, est-ce que c'est une surprise? Je ne crois pas. Dans tous les cas, là, les services secrets semblent être au pied d'alerte là, pour être capables d'empêcher que ce genre de choses-là arrive. C'est sûr qu'avec la reprise des hostilités cette semaine, les nouveaux bombardements aussi, puis les nouvelles frappes là, qui sont faites là, entre l'Iran et les États-Unis, ça ravive une certaine flamme là, de ce côté-là. Faut dire aussi, par contre, que le gouvernement israélien puis le gouvernement américain sont à couteau tiré là, ces temps-ci. Les tensions sont assez vives. Là. On a comme une espèce de perte de confiance. Est-ce que ça pourrait être aussi là, une espèce de, pas un stratagème, mais disons une petite influence israélienne dans le but là, de mettre au pas les États-Unis pour qu'ils attaquent à nouveau l'Iran? On sait que les Israéliens voulaient poursuivre les frappes là, et continuer à affaiblir le régime iranien. Tout ça reste à suivre. Scène culturelle, Isabelle.
Il y avait du monde sur les plaines hier pour le début du FEC. C'était incroyable. Limp Bizkit, il y avait Cypress Hill juste avant, Limp Bizkit ensuite. On voit que c'est pas juste une espèce de vague. Là. Grâce aux réseaux sociaux, entre autres les groupes des années 90-2000, on le voit dans les voiles partout, même quand ils sont allés en Angleterre, il y avait comme plus de 90 000 personnes. Les plaines étaient pleines hier. Il y a un nouveau bassiste aussi qui est là. Ça faisait 7 ans que le groupe n'avait pas déposé leurs pieds à Québec. Puis hier, le moment fort. Bien sûr, ils ont fait leur plus grand classique. Ils ont introduit même quelques succès des années 80. Ils ont fait une tune de George Michael. Mais à un moment donné, pendant la chanson Full Nelson, ils ont fait embarquer sur scène une fan qui avait des pancartes. Il y en a beaucoup devant les stages qui font des pancartes, qui font des je t'aime, etc. Puis on sait jamais où ça peut nous mener parce qu'elle est arrivée sur scène puis il l'a fait chanter. Elle est bonne, là, elle est incroyable. Elle a pas l'air trop nerveuse, hein, c'est fou. Elle connaît toutes les paroles, elle est vraiment bonne. Toutes les radios de Québec la cherchent en ce moment pour lui parler. C'est vraiment, tout le monde veut savoir qui est cette fille-là, même qu'il y a des gens qui pensaient que c'était stagé et on confirme que non. Les gens qui étaient à côté d'elle ont vu que c'est vraiment quelqu'un dans la foule qui était habillé avec le look, la casquette par en arrière, exactement comme le chanteur, même genre de vibe, si je peux me permettre l'expression en anglais. C'est comme ça qu'il le fait monter. Puis bref, c'est ça qui est partout sur les réseaux sociaux présentement. Qui est cette fille qui a vraiment volé le spectacle? Bien sûr, il y a eu la chanson Behind Blue Eyes, cette chanson que j'ai donc entendue et écoutée. Et l'autre point du Festival d'été de Québec, c'est la revente qui se passe moins bien cette année. Il y a beaucoup de revendeurs qui doivent vendre les passeports à perte. Mettons, le prix coûtant 180, doivent le vendre 100 $. C'est moins populaire. Ce que ça peut laisser présager, c'est qu'il y a beaucoup eu de revendeurs. Puis là, il faut essayer de trouver du monde. Il semblerait que même la location à la journée est plus difficile à trouver. Bien sûr, pour des Muse, des Lumineers ou des Martin Garrix, c'est un peu plus facile, mais plus difficile que les autres années. Parlant de Lumineers, c'est la tête d'affiche ce soir. Louis Fonzi et Michael Bublé pour la fin de semaine. Les louanges aussi sur l'autre scène. Il y a plusieurs scènes. Là, on vous parle de la scène principale. Et ce que les organisateurs du FEC disaient cette année, c'était que l'équilibre, une programmation équilibrée, c'est ça qu'ils cherchaient cette année. Moi, je trouve que c'est réussi. Mais je sais pas, il va falloir analyser les revendeurs, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, ils doivent vendre à perte. Peut-être c'est une morale et une leçon. Laissez donc le vrai monde acheter l'étiquette à bon prix. C'est un enjeu, hein, ça. Oui. Ouais, non, mais il y a peut-être une écarantite aussi des gens, là, tu sais, je fais partie des personnes, tu sais, qui chaque année essaient de regarder s'il y a un billet, tu peux l'acheter, puis il y a du monde qui attend en file en débile, puis le 2/3 de ces gens-là, finalement, peuvent même pas atteindre une passe parce qu'il y en a trop des gens qui sont capables d'aller glaner la majorité des billets. Peut-être qu'il y a du monde qui se dit, regarde, c'est beau cette année, j'y vais juste pas, là. Mais de l'ambiance au FEC, mais à la Coupe du Monde, il y avait aussi beaucoup d'ambiance. Un match attendu France-Maroc et ce sont les Bleus qui ont remporté cette victoire-là. Vraiment, il y avait des quartiers de Montréal là, qui étaient en effervescence. Ouais, puis on a des collègues français ici aussi à la station. Là, je pense à notre ami Maxime Trouleau, notre cousin d'outre-mer, comme le baptise affectueusement Richard. Il est là en plus! Il est là en régie! J'avais même pas vu qu'il était arrivé. Mais voilà. Écoute, j'ai pas le choix d'encourager Max parce que il a acheté un chandail de Nick Suzuki puis il a été là pour écouter toutes les games du Canadien. Bon, Max, lendemain de veille. Festif. Franchement, super impressionné par les Bleus. On est vraiment la meilleure équipe de toute la Coupe du Monde. On part favori. Prochaine rencontre, peut-être Espagne ou Belgique. Donc là, ça va pas être aussi simple. Étais-tu surpris de cette victoire-là? Étais-tu nerveux? Pas du tout, Non. Du tout. Franchement, le Maroc est une vraie belle équipe. Ils ont des jeunes joueurs prometteurs. Je pense pour l'avenir, c'est quand même très encourageant pour eux. La France est vraiment au-dessus. Vraiment. As-tu fêté ça un peu? Ça nous surprend que tu es rentré au bureau ce matin? Ben oui. Le match, je travaillais hier après-midi, donc le match, je regardais d'un œil et puis j'écoutais Cube d'une autre oreille. Il a eu le temps de décanter son vin. Mais j'attends la finale. Parfait pour les grandes célébrations. Ben voilà, c'est sûr qu'on va lui reparler à Max, là, mais c'était une reprise de 2022 au Qatar d'un quart de finale. Là, ça a été le même résultat, 2-0 là, pour la France. Encore une fois, Kylian Mbappé, superstar, qui marque un autre but, même après avoir raté un penalty. Lui qui a un 8e but donc dans la Coupe du Monde, son 20e en carrière. Il est à un but en ce moment de Lionel Messi, qui est évidemment le meilleur buteur de toute l'histoire en Coupe du Monde. Quoique, il y a un match de plus que Messi de jouer dans cette Coupe du Monde-là. On va voir si la légende argentine là, va être capable d'en scorer un autre. Allez, les Bleus.